La communauté de destin, je pense que c'est un fait réel. Des relations effectives entre les recherches chinoises sur le riz hybride et Madagascar peuvent arrêter le gap malgache de 300-500 000 tonnes et même pouvoir exporter. Et le Parti communiste chinois est en train de nous donner, de faire des échanges techniques avec l'IRD pour pouvoir aussi donner un projet de lutte contre la pauvreté. Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. La Chine et Madagascar ont établi leurs relations diplomatiques il y a maintenant près de 50 ans. Quel est l'état des lieux de leur coopération? Et la mort de Yuan Longping, le père du riz hybride, a provoqué une onde de choc. Quel rôle le riz hybride joue-t-il dans la coopération agricole sino-malgache? Et comment la Chine et l'Afrique peuvent-ils travailler ensemble pour réaliser en 2030 l'objectif de fin zéro de l'ONU? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans notre émission l'ambassadeur de Madagascar en Chine, M. Jean-Louis Robinson. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre émission. On sait que l'Institut national de statistique de Madagascar a publié récemment un tableau de bord de l'économie. Actuellement, quels sont les facteurs qui affectent l'économie de Madagascar? Effectivement, la 43e édition des analyses statistiques de Madagascar sont sorties en avril dernier. Donc, ce qui permet d'avoir un tableau de bord de l'économie de Madagascar en tout, en ce qui concerne l'économie, la croissance, les finances, etc., concernant l'économie. Et là, effectivement, dans ce rapport économique de statistiques qui vient de sortir, eh bien, Madagascar a été très affecté, surtout par la pandémie de Covid-19. C'est comme tous les États dans le monde, ce n'est pas que Madagascar, mais nous particulièrement, nous avons été très affectés et les données économiques ont été vraiment négatives pour Madagascar. En ce qui concerne les produits miniers, en janvier 2020, nous avons exporté jusqu'à 261 milliards d'ariars, qui est l'équivalent de 500 millions de RMB. Et en janvier 2021, c'est descendu à 74 milliards d'ariars. Cela veut dire que c'est tombé à 25 millions de RMB. Cela fait donc un déficit de 300% pendant cette période de 2020-2021. Donc vous voyez l'écart, notre activité minière a été vraiment affectée par la pandémie. Il n'y a pas que nous, certainement. Et alors que là, je peux vous signaler que Madagascar est, sinon le premier, parmi les premiers producteurs de cobalt et de nickel. Et tout ceci, ça s'est arrêté. On est un peu en difficulté concernant les mines. Autre chose aussi, nous avons été très affectés au niveau touristique. Madagascar étant une grande île où le tourisme est parmi les ressources d'argent. Et le plan émergence de Madagascar a montré qu'on pourrait aller en 2020 jusqu'à 500 000 touristes. Mais avec la pandémie, pas de touristes du tout. Donc vous voyez, donc, le manque à gagner concernant le tourisme est très grand. Et ce qui est vu dans ce rapport de statistiques et de 43e rapport statistique. Bon, ce qu'il y a, c'est que nous sommes là et les signes actuellement commencent à s'ouvrir. On essaye de déconfiner petit à petit, mais jusqu'à quand Madagascar s'ouvrira totalement, on verra très certainement très bientôt. Quelles sont les coopérations en matière de la santé depuis le début de l'épidémie entre la Chine et Madagascar? La coopération sanitaire entre la Chine et Madagascar dure depuis 40 ans.
Et cette coopération était toujours au beau fixe, il y a 40 ans, avec l'envoi de missions chinoises à Madagascar pour s'occuper des campagnes. Et à ce moment-là, la mission chinoise était composée de ce qu'on appelait les médecins aux pieds nus. Mais ça a aidé beaucoup la population rurale à travers Madagascar. Par la suite, un projet initié en 2006-2007, un projet a fait que, pour augmenter le niveau de la mission sanitaire, nous avons demandé que cette mission soit pourvue d'un niveau plus élevé, de niveau universitaire. C'est ce qui nous a permis d'avoir un hôpital universitaire, pas très loin de la capitale, à Maïtse, et c'est l'hôpital universitaire de Anouchial, donc initié, et un projet chino-malgache, et qui marche, et qui a un niveau universitaire actuellement. Ce centre de santé chino-malgache à l'hôpital universitaire de Maïti est devenu un centre de référence contre le Covid-19. Et les médecins chinois, au moment de cette épidémie, sont venus aider leurs collègues malgaches avec des échanges de techniques, d'équipements, de savoir-faire dans la médecine traditionnelle. Et ceci a permis donc que Madagascar soit parmi les 14 pays africains et 40 pays dans le monde à avoir bien réagi contre le Covid. Le Covid-19, toutefois, ça nécessite encore plus de projets, par exemple dans les autres provinces. Quelles sont vos attentes, justement? Nos attentes dans ce sens-là, c'est que, vu les résultats qu'on a eus avec l'hôpital universitaire chino-malgache d'Anouchial, qui a fait que nous sommes parmi les centres référents contre le Covid et que nous sommes parmi les premiers pays en Afrique et dans les 40 pays mondiaux à avoir bien réagi contre le Covid. Notre attente, c'est de pouvoir avoir d'autres centres universitaires dans les provinces de Madagascar. Les provinces de Madagascar, cela veut dire, nous avons 6 provinces. Si on peut commencer par, petit à petit, dans tous ces centres, dans toutes ces provinces, avoir le même style que l'hôpital universitaire d'Anouchial, ce serait un grand progrès pour la médecine malgache. En fait, vous êtes vous-même un médecin et vous avez aussi siégé au comité exécutif de l'OMS. Et on sait que parlant de cette épidémie, le président chinois a avancé plusieurs fois ce concept de communauté de destin commun de l'humanité, surtout parlant de l'épidémie, on parle dans le domaine de la santé publique. Donc comment comprenez-vous ce concept et comment le monde entier peut mieux travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie dans le futur? Effectivement, je suis médecin, parce que je suis toujours médecin. J'étais ancien ministre de la Santé. J'ai initié beaucoup de projets, notamment avec la Chine. Et la communauté de destin, je pense que c'est un fait réel. Vous savez, comme le dit l'OMS, le slogan de l'OMS dit que s'il y a une seule personne qui n'est pas en sécurité, c'est le monde entier qui n'est pas en sécurité. Cela veut dire qu'il faudrait une coopération mondiale entre tout, et une coopération honnête, franche, entre tous les pays pour combattre les pandémies. Parce que, comme vous avez vu, c'est sorti, on ne savait pas quoi, en 2020, tac, la Covid est là. Chacun a réagi de la façon dont il pouvait réagir. Là aussi, je tiens à signaler que notre président, dès mars 2021, a réagi énergiquement contre le Covid en cherchant tous les moyens. Et dont
avoir des produits traditionnels améliorés, appelés CVO, qu'il a déjà mis sur le marché et même envoyé dans certains pays africains amis, et qui actuellement est en train nous sommes en train de voir comment le mettre aussi en Chine, en distribution en Chine, mais nous sommes en train de voir. Mais le CVO est un très bon produit qui a permis aussi de nous sortir de la grande crise. Ça aurait pu être un hécatombe, comme le disait tout le monde, en disant, vu l'état sanitaire à Madagascar, ce sera l'hécatombe. Or, donc, vous voyez ce qu'il y a comme chez nous. Mais on fait toujours attention contre le Covid jusqu'à présent, même si les chiffres et les statistiques montrent que nous avons bien réagi contre le Covid-19. En fait, la Chine et le Madagascar vont fêter le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Donc, quel est l'état de lieu de la coopération économique entre les deux pays? Surtout, je sais que le Madagascar a été très volontiers de participer à l'initiative Ceinture et Route. Donc, pouvez-vous nous dire davantage? Cette initiative, Ceinture et la route, pourrait être pour Madagascar un don du ciel. Madagascar est sur la route entre l'Asie et l'Afrique. Je pense qu'on peut même dire de Madagascar, c'est l'endroit asiatique, africain, afro-asiatique, qui peut être nommé comme le pont en passant par donc la Chine et la ceinture, la route d'abord et la ceinture pour maîtriser, qui passe naturellement par Madagascar. Eh bien, est un projet qui mérite d'être réalisé. D'autant plus que Madagascar a signé, parmi les premiers pays à signer, l'accord en 2018 d'accepter le projet La ceinture et la route. Et si on adhère, de toute façon on a adhéré à l'initiative The Belt and the Road, on peut aussi faire la voie aérienne, la voie maritime, en passant par Madagascar pour aller en Afrique. Et en passant par cette ceinture de la voie, donc la ceinture et la route, nous pouvons aussi entraîner une augmentation de notre économie, faire donc les infrastructures, portuaires, les chemins de fer, les routes, pour pouvoir donc être efficace quant au pont reliant l'Asie et l'Afrique. Donc nous sommes sur le chemin, et je pense que nous sommes indispensables dans cette politique de la ceinture et la route. Alors, on voit que vous avez mentionné tout à l'heure l'envoi des médecins chinois en Madagascar, mais il y a d'autres choses qui ont commencé avant. Ça, c'est la coopération agricole. En fait, la coopération agricole entre la Chine et l'Afrique date il y a très très longtemps, et cela est montré souvent comme exemple de coopération sud-sud, étant donné les transferts de technologies là-dedans. Donc, pouvez-vous nous donner plus de détails sur la coopération agricole sino-malgache à l'heure actuelle? Je vais vous donner un exemple. Madagascar est un pays où on cultive le riz. Et selon des chiffres, le malgache est parmi les premiers consommateurs en riz. Et chaque année, il nous manque à peu près 300 000 à 400 000 tonnes de riz à consommer par les malgaches, ce qui nous fait qu'on devrait donc importer du riz de l'extérieur, chaque année. Ce n'est pas beaucoup, 400 500 000 tonnes, mais on peut aller au-delà de ça. Avant l'indépendance, Madagascar était exportateur de riz. Et donc, dans tout l'océan Indien et même en Europe. Et après l'indépendance,
vu l'état de nos rizières, de notre industrie au niveau du riz. Donc la production a baissé. Actuellement, grâce au génie du savant Yuan Longping, eh bien, ça nous remet déjà aussi, ça nous donne un espoir pour que ces 400 000 tonnes, c'est rien si on pratique donc la découverte de M. Yuan Longping sur le riz hybride. Vous savez, si notre production en riz est de 3 tonnes environ à l'hectare, si on pratique la technique de riz hybride, avec les semences de riz hybride de Yuan Longping, eh bien, nous allons avoir jusqu'à 10 tonnes de riz à l'hectare, ce qui nous fait gagner 7 tonnes à l'hectare. Donc, avec 7 tonnes à l'hectare, il suffit de quelques, disons, 50 000 hectares pour que notre gap soit fini. Et cela est en train de se faire déjà, mais avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Donc, les échanges ont un peu ralenti. Mais à l'ouverture, je pense que des relations effectives entre les recherches chinoises sur le riz hybride et Madagascar peuvent arrêter le gap malgache de 300-500 000 tonnes et même pouvoir exporter du riz avec le riz hybride à l'extérieur. Et donc il faudrait un accord entre la Chine, entre le ministère de l'Agriculture et la découverte de M. Yuan Longping pour pouvoir donc pouvoir exporter du riz et pour pouvoir augmenter la production malgache de telle façon que nous n'aurons plus de difficultés alimentaires. J'ai vu qu'il y a une photo de M. Yuan Longping dans votre bureau. Vous l'avez rencontré en personne, c'est ça? Exactement. J'ai eu la chance et j'ai eu l'honneur de le rencontrer. C'était de cette année, c'était au mois de janvier. Et je l'ai vu, il m'a reçu avec tout son staff, et il a expliqué que Madagascar, le riz hybride de Longping est en train déjà d'être exploité à Madagascar. Donc voilà la coopération depuis environ 14 ans. Donc il y a donc des stations et des stations de recherche agricole où on essaye d'implanter le riz hybride, pas très loin de la capitale, mais aussi des ébauches et des projets d'extension de la culture de semences de riz hybride pour qu'on puisse distribuer ces semences-là à tous les paysans. Pour cette année, nous sommes en train de voir, parce qu'avec le problème de Covid, c'est un peu difficile, mais je pense que 120 000 hectares ont été plantés par des semences de riz hybride par 20 000 paysans malgaches. Donc on attend les résultats. Est-ce que les statistiques vont donner ce qu'on espère? Ça veut dire annuler le gap. Donc à ce moment-là, déjà Madagascar, cette année 2020-2021, pourrait se réjouir d'avoir, avec l'aide de la coopération chinoise, l'aide de la découverte de M. Yuan Longping, d'être en autosuffisance alimentaire. Mais on est en train de regarder et nous sommes en train de voir de près avec le ministère de l'Agriculture et l'académie où travaillait M. Yuan Longping, plus le centre qui se trouve déjà à Madagascar depuis 14 ans. Je pense que c'est juste des procédures et des problèmes techniques qui restent, mais nous sommes sur la bonne voie quant à la coopération aussi agricole. Donc, coopération sanitaire, ok. Coopération agricole, ça va se mettre sur les rails. On va être certainement, d'ici très peu, exportateur de riz en
partout dans le monde, en Afrique en premier, mais pourquoi pas dans le monde, et être autosuffisant alimentaire en riz. Alors, on voit que quand on parle du riz, on parle bien sûr de la région rurale et on sait que le Parti communiste chinois a pris ses débuts aussi dans la campagne et cette année marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois et aussi cette année, la Chine a annoncé l'éradication de la pauvreté absolue en Chine. Pensez-vous que cela ouvre de nouvelles perspectives quant à la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale? Je parle à l'échelle mondiale certainement, mais à Madagascar, oui. D'ailleurs, le Parti communiste chinois et l'IRD, donc c'est une plateforme politique de plusieurs partis politiques qui supportent le président actuel, André Joël, a eu des contacts depuis une année avec le Parti communiste chinois. Et nous avons eu une primeur d'avoir eu une conférence en visioconférence avec le Parti communiste chinois, les dirigeants du Parti communiste chinois et la plateforme soutenant le président André Joël. Et de là, nous sommes déjà mis au parfum de la lutte contre la pauvreté. Au niveau des provinces de Yunnan, donc la pauvreté a été éradiquée totalement, avec la formation d'une société de moyenne aisance. Et les projets dans cette lutte de pauvreté, les paramètres qui ont été faits à Yunnan, par exemple, là où on a marqué que la pauvreté a été vaincue, eh bien, le Parti communiste chinois est en train de nous donner, de faire des échanges techniques avec l'IRD pour pouvoir aussi donner un projet de lutte contre la pauvreté, mieux que d'autres théories de la lutte contre la pauvreté. À savoir donc avoir aussi une société de moyenne aisance à Madagascar. La moyenne aisance à Madagascar, cela veut dire quoi? Eh bien, que tous les besoins, surtout en nutrition, n'a plus de problème, plus les équipements, plus la santé, l'éducation. Et voilà comment donc, on a une société de moyenne aisance. On ne voit plus de pauvres dans la rue ou de très pauvres qui ont des difficultés de trouver l'alimentation où la sûreté alimentaire est assurée. Et comment la Chine et l'Afrique peuvent-ils mieux travailler ensemble pour réaliser cet objectif en 2030 de fin zéro de l'ONU? Vous avez l'air optimiste de cet objectif. Effectivement. Tout d'abord, il faut travailler main dans la main. Il faut être ensemble, faire des échanges d'expériences, de bonnes expériences et de bonnes façons de faire pour justement que la faim soit éradiquée totalement en Afrique et à Madagascar. À ce moment-là, donc, cette faim zéro n'existe plus en Chine. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et les expériences qui ont amené à cette faim zéro devraient être partagées au monde entier. Et là aussi, je reviens un peu sur le Covid. C'est grâce à l'initiative du président Xi Jinping qu'il voudrait faire du vaccin un bien mondial pour que tout le monde soit dans cette communauté de destin, soit les niveaux aura tendance donc à être pareil dans le monde entier. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées dans le domaine des échanges culturels et entre les personnes de différents pays. Donc, concernant la Chine et le Madagascar, est-ce qu'il y a des projets de la reprise de ces activités et quels sont les projets à attendre?
Là aussi, plusieurs activités, plusieurs projets dans l'éducation, dans la culture, dans la jeunesse et des sports sont en train de voir la lumière. La culture chinoise et la culture malgache, il y a beaucoup de similitudes. Tout d'abord, la culture du riz. Comme je vous ai dit, Madagascar peut être appelée l'excellence afro-asiatique. Donc la culture, les danses, la littérature peut être augmentée. Le sport, à Madagascar, le kung-fu chinois est en train de prendre et c'est un sport que les Malgaches aiment et où les Malgaches sont doués en arts martiaux. Ensuite aussi d'autres sports, les sports comme le basketball, le football, etc. On pourrait faire des échanges entre nos deux pays concernant donc ces activités sportives, culturelles. Et je peux aussi signaler la présence de l'Institut Confucius à Madagascar, qui a été accepté à l'université même d'Antananarivo et qui va voir aussi s'émanciper dans toutes les provinces de Madagascar. Et l'autre projet qui n'est pas des moindres, c'est le projet Luban. Le projet Luban qui permettra la formation dans divers districts d'étudiants concernant les techniques, les polytechniques, l'agriculture. Et si dans les quelques provinces d'abord, ensuite dans les districts, nous avons des stations Luban, cela aussi pourrait aider la formation des jeunes malgaches à acquérir des technicités, pourquoi pas même jusqu'à le passage vers le numérique. Donc dans ce projet Luban aussi est un projet à voir de très près. Vous êtes en Chine depuis un certain temps déjà. Je sais que vous êtes originaire votre famille est originaire de Shunde en Chine. Avez-vous eu l'occasion de revenir sur cette province et de voir un peu les changements? Pouvez-vous nous parler un peu à la fin de cette émission? Oui, j'étais pour la première fois en Chine en 2001. Cela fait 20 ans. Donc j'ai visité mon pays ancestral, j'ai visité le temple ancestral et ça m'a fait vraiment très chaud au cœur de revoir quelques membres de la famille encore présents à cette époque-là. Actuellement, il y a moins de membres de la famille, mais la maison ancestrale est encore là. Si on remarque, si on regarde, si on fait la comparaison, il n'y a aucune comparaison. Parce qu'à cette époque-là, quand je suis venu en Chine, eh bien, c'était encore un peu un style villageois. Mais depuis cette époque-là, la Chine n'a fait qu'évoluer. Et actuellement, quand je suis allé voir mes amis à Shunde, et puis d'aller de Shunde à mon village Lozong, donc à Foshan, et puis revoir Foshan, tout est... Si mon grand-père revenait en Chine, il ne reconnaîtra plus rien. Parce que c'est vraiment la modernité, tout maintenant devient numérique, et puis les villes comme Shunde essaient d'être des villes numériques, et donc le progrès est là. Et un grand progrès que j'aimerais bien faire venir aussi à Madagascar. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand honneur d'avoir été interviewé par vous.